Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 44, comme chaque matin, Marianne va faire sa promenade jusqu'au temple. En arrivant en haut, elle aperçoit de loin Willoughby dans son carrick. Marianne ne put supporter cette vue, étant déjà très faible, elle a perdu connaissance sur la marche du temple. Elinor et le colonel Brandon la retrouvent et la ramènent à la maison. L'état de santé de Marianne est critique et empire de jour en jour. Sous les conseils d'Elinor, le colonel va chercher leur mère, Madame Dashwood, pour être auprès de sa fille Marianne, qui délire complètement. Dans le chapitre 45, le docteur Harris a essayé tous ses remèdes, y compris un nouveau traitement. Le jour suivant, le traitement fait enfin effet, Marianne retrouve sa tranquillité, la fièvre descend et respire de nouveau normalement. Au soir, vers les coups de 8 heures, Elinor entend un carrosse dans la cour. Pleine de joie de retrouver sa mère et de la rassurer sur l'état de santé de Marianne, elle descend pour l'accueillir, lorsqu'elle tomba sur Willoughby. Nous allons enfin savoir ce que souhaite Willoughby et pourquoi il est présent. Raison et sentiment, chapitre 46. Elinor recula avec un sentiment d'horreur à cette vue, et son premier mouvement fut de quitter à l'instant le salon. Mademoiselle Dashwood, une demi-heure seulement, un quart d'heure, 10 minutes. Je vous conjure de rester. Non, monsieur, dit-elle avec fermeté. Je ne resterai pas une minute. Vous ne pouvez avoir aucune affaire avec moi. Les gens ont, je suppose, oublié de vous dire que monsieur Palmer n'est pas chez lui. Quand il m'aurait dit, reprit-il, que tous les Palmer étaient au diable, je serais entré également, et c'est à vous et à vous seul que j'ai à parler. À moi, monsieur. Vous me surprenez beaucoup en vérité. Parlez donc, mais soyez bref, et si vous le pouvez, moins violent. Asseyez-vous, dit-il, et je vous promets l'un et l'autre. Elle hésita, mais la possibilité de l'arrivée du colonel Brandon qui trouverait là M. Willoughby, et sûrement avec beaucoup de peine, traversa sa pensée, mais elle avait consenti à l'entendre, et sa curiosité était excitée. Il prit une chaise vis-à-vis d'elle, et pendant une demi-minute, il n'y eut pas un mot de prononcé de part ni d'autre. « Je vous en prie encore, monsieur, soyez très bref, je n'ai pas de temps à perdre, » dit enfin Elinor. « Parlez ou je sors à l'instant. »« Votre sœur, dit-il, est hors de danger, le domestique qui m'a introduit me l'a dit, que le ciel en soit béni, mais est-ce vrai, bien réellement vrai, que je l'entende de votre bouche ?» Elinor le regardait avec étonnement. Elle croyait voir et entendre le Willoughby de Barton Park. Il répéta sa question avec un mouvement très vif d'impatience. « J'espère qu'elle l'est, » répond Elinor. Elinor voulut encore le quitter, mais l'intérêt qu'il venait de montrer pour Marianne l'avait déjà un peu adouci. « Si j'avais été sûre, parfaitement sûre, qu'elle était hors de danger, peut-être ne serais-je pas entrée, mais puisque je suis ici, puisque j'ai le bonheur de vous revoir, ah mademoiselle Dashwood, vous qui m'aimiez autrefois comme un frère, parlez-moi encore avec amitié, peut-être serait-ce là la dernière fois, parlez-moi franchement, amicalement, me croyez-vous un scélérat ?» Elinor était toujours surprise. Elle commençait vraiment à croire qu'il était hors de sens et dans l'ivresse. La singularité de cette visite, à cette heure aussi tardive, et toute sa manière ne pouvait guère s'expliquer autrement. « Monsieur Willoughby, je vous conseille de retourner à Hautecombe, que vous habitez sans doute. Je suis garde malade et je ne puis rester avec vous plus longtemps. Quelque affaire que vous puissiez avoir à me communiquer. Vous vous la rappellerez sûrement mieux demain. »« Je vous entends, dit-il. Depuis ce matin, à 8 heures que j'ai quitté Londres, je me suis arrêtée que 10 minutes, au plus, pour faire manger mes chevaux qui n'en pouvaient plus. J'ai pris moi-même un verre de portée et un morceau de bœuf froid, c'est tout. » Excusez-moi, monsieur Willoughby, cette fois-ci je vous ai mal jugé. Certainement, si vous aviez une once de délicatesse, vous auriez senti que ce que votre seule présence me fait souffrir, et dans quel moment. Il m'est impossible de comprendre le but de cette visite. Que prétendez-vous? Que demandez-vous? Je prétends, dit-il, me faire haïr de vous de quelques degrés de moins que vous me haïssez sûrement. Je demande qu'il me soit permis d'alléguer quelques excuses. Je voudrais vous offrir entièrement mon cœur. Vous prouver que si j'ai la tête mauvaise, ce cœur mérite quelques indulgences et obtenir enfin quelque chose qui ressemble à un pardon de votre sœur. Est-ce là, monsieur, la vraie raison de cette visite? Sur mon âme, dit-il, en posant sa main sur la poitrine avec ce geste noble, cette physionomie franche, ouverte, ce regard animé et sensible, qui lui avait gagné le cœur de toute la famille de la Chaumière, et qui gagnèrent encore la confiance d'Elinor. « Cessez là tout, monsieur, lui dit-elle. Vous pouvez être satisfait car Marianne vous a pardonné depuis longtemps. »« Elle m'a pardonné ?» dit-il, avec une extrême vivacité. « Elle ne devait pas me pardonner, non jamais. À présent, voulez-vous m'entendre ?» Elinor fit sonner sa montre. Il n'était que 8h15. Il était impossible que sa mère et le colonel fussent là avant 10h. Elle dit à Willoughby qu'elle les attendait,
qu'avant tout elle voulait aller revoir sa sœur et que si elle la trouvait tranquille, elle reviendrait au salon pour un quart d'heure. Elle courut auprès de sa sœur, elle dormait tranquillement. Elle demanda à Betty de la prévenir si la malade se réveillait. Elle se pressa de rejoindre Willoughby pour hâter le moment de son départ. « Comment est-elle » dit-il à demi-voix. « Elle repose et me voici prête à vous entendre, mais d'un instant à l'autre, je puis être appelée auprès d'elle, ou ma mère peut arriver. Je vous conjure encore d'être très bref. »« Vous devez tout entendre, et je veux être vrai, » dit-il. Quand je m'introduis chez vous, et j'en cherchais l'occasion qui se présenta d'elle-même, je n'avais d'autre vue et d'autre intention que de passer mon temps en Devonshire d'une manière plus agréable que dans mes précédentes visites à ma vieille tante. L'aimable extérieur de votre sœur, l'attrait de son esprit, ses talents chanteurs, attirèrent sans doute mon admiration particulière, et dès les premiers jours, sa conduite avec moi, si tendre, si confinée. Il faut que je le confesse, ma vanité seule était flattée d'une conquête aussi charmante. Ne songeons point à son bonheur, ne pensant qu'à mon triomphe et à mes plaisirs du moment. Animé par son entretien plein de feu, je lui parlais le langage dont j'avais l'habitude avec les femmes. Je témoignais des sentiments que je n'éprouvais pas. Je tâchais par tous les moyens possibles de me faire aimer, sans avoir le dessein de lui rendre son affection. Elinor était indignée, lui jeta un regard plein de mépris et l'interrompit. « Il est inutile, monsieur Willoughby, que vous parliez plus longtemps et que je vous écoute. Un tel commencement dit tout. Il ne peut être suivi de rien que je veuille entendre. Je vous prie de m'en dispenser d'un plus long entretien. »« J'insiste sur ce que vous entendiez tout, » répliqua-t-il. « Vous connaissez mon tort, écoutez ma punition. Ma fortune était réduite à moins que rien. Elle n'avait jamais été considérable. J'ai toujours été très dépensier. Chaque année avait ajouté à mes dettes, et je n'avais d'autre espoir de m'acquitter que la mort de ma vieille cousine Madame Smith, dont le moment était très incertain, ou bien un mariage avec une femme riche. Dans cette attention et poussée par les conseils de quelques amis, j'avais déjà fait ma cour dans ce but l'hiver précédent à Mademoiselle Gray, qui devait posséder 30 000 livres sterling du jour de ses noces, et m'avait assez bien reçu pour me laisser croire que je pouvais me présenter avec succès. Je ne pouvais donc penser à associer à mon sort une jeune personne sans fortune. Je me conduisais de manière à engager ses affections sans avoir seulement la pensée de pouvoir jamais l'épouser. Oui, mademoiselle, oui, je mérite ce regard indigné, je mériterais tout au monde si je n'avais deux choses à dire en ma faveur qui peuvent sinon l'excuser. L'une est que je ne savais pas encore ce que c'était l'amour. Des galanteries banales, des conquêtes faciles et bientôt oubliées avaient jusqu'alors rempli ma vie. L'autre, et le serment que je puis vous faire, et dont Marianne peut vous confirmer la vérité, c'est de n'avoir pas eu un instant la coupable pensée de profiter de son attachement, de son inexpérience, de sa jeunesse pour la séduire. Son extrême sensibilité, sa franchise sans bornes, l'entraînaient quelquefois à des imprudences, mais son sentiment était en même temps si pur, elle avait sur la vertu des idées si exaltées, tant de vraie dignité, tant de réelle innocence, qu'il aurait fallu être un monstre pour ne pas la respecter. C'était l'être assez que de sacrifier à la vanité, à l'avarice le bonheur d'une créature si parfaite. Mais ce n'est pas elle seule que j'ai sacrifiée pour éviter une situation bornée qui me semblait être la pauvreté, et qui avec elle aurait été le bonheur parfait. J'ai trouvé avec la richesse tous les malheurs que j'ai mérités sans doute, mais qui n'en sont pas moins cruels, et j'ai perdu pour jamais, tout espoir d'être heureux avec la seule femme que j'ai aimée. « Vous l'avez donc aimée ?» dit Elinor un peu radoucie. « Avez-vous aimé Marianne ?»« Si je l'ai aimée, adieu, résister à tant d'attraits, repousser une telle tendresse. Oui, par degrés, insensible, je me trouvais passionnée d'elle et décidée alors à renoncer à tout pour elle, à lui offrir mon cœur et ma main. Je la connaissais trop bien pour craindre que la médiocrité de ma fortune fût un motif de refus, même pour Madame Dashwood qui ne voyait que par les yeux de Marianne. Résolue de changer de vie, de trouver le bonheur dans l'amour et la simplicité, je voulais lui proposer de nous garder auprès d'elle à la chaumière jusqu'à ce que la mort et l'héritage de Madame Smith me missent à même de conduire ma compagne à Allenham, dont Marianne aimait la situation et qui l'a laissée dans le voisinage de sa famille. Combien j'étais heureux en formant ce plan, en pensant que mon existence entière serait ce qu'elle était depuis 2 mois, un enchantement continuel. Vous rappelez-vous, mademoiselle Dashwood, la dernière soirée que j'ai passée à la chaumière quand je conjurai votre mère, que je regardais déjà comme la mienne de n'y rien changer. Je croyais alors que toutes mes journées seraient semblables à celle-là. Je voulais en parler le soir même à madame Smith. Cette digne femme vous estimait sans vous connaître et attachait bien plus de prix aux mœurs et à une bonne éducation qu'à une brillante fortune. Souvent, lorsque je parlais de votre famille, son regard attendri m'avait dit « Voilà où vous devriez prendre une femme ». Je rentrai donc chez elle résolue à lui en parler le soir même. Donc j'avoue que pour le moment, ça tombe plutôt bien. C'était vraiment le gars qui séduit toutes les femmes par vanité, mais il a enfin trouvé l'amour, il le dit lui-même
qui connaît enfin l'amour, ce que c'est le véritable amour. Donc il était vraiment amoureux de Marianne. Bon, un peu au début, il y a joué, puis au fur et à mesure, il est vraiment tombé amoureux de Marianne. Il voulait s'installer avec elle, même s'il n'avait pas d'argent, et attendre du coup l'héritage qui devait lui être donné. Donc c'est vrai que là, on le voit d'un autre côté, plus attendrissant, quoi. Je rentrais donc chez elle, résolue à lui en parler le soir même. On lui apprenait une affaire, une liaison que j'avais presque oubliée moi-même. Votre intime amie vous a sans doute depuis longtemps raconté cette histoire. Oui, monsieur, dit Elinor, je sais tout. Mais comment pourrez-vous vous justifier dans une telle circonstance? Cela me paraît impossible. Me justifier? Je n'y songe même pas. Je vous ai dit quels avaient été mes principes, mes habitudes, mes liaisons avant que j'eusse rencontré votre sœur, et cela dit tout. Bon, déjà au moins, il reconnaît qu'il est responsable à 100% de ses choix et de sa manière de faire avec les femmes. Donc déjà, c'est bien. Je me suis bien souvent reproché de lui avoir témoigné celui que je n'ai jamais senti, ou du moins si peu de temps, que je ne puis appeler cela de l'amour, surtout après l'avoir éprouvé dans toute sa force pour une femme qui lui est à tout égard si supérieure. Votre indifférence pour cette fille infortunée, dit Elinor, quelque étrange qu'elle me paraisse, est un tort involontaire. Mais votre négligence est bien plus impardonnable. Permettez-moi de vous dire que si je vois de la faiblesse et de la crédulité de son côté, je vois du vôtre une inhumanité bien moins excusable. Pendant que vous étiez en Devonshire, poursuivant de nouveaux plans, de nouvelles amours, toujours gai, toujours heureux, votre victime était réduite à la plus extrême indigence, à la honte, au désespoir, à l'abandon. Sur mon âme, je l'ignorais. J'avais pourvu à tout en la quittant. Je lui avais point caché que je ne comptais pas la rejoindre. Je lui avais conseillé de recourir au pardon de son protecteur. Je croyais qu'elle était rentrée dans sa pension ou dans une autre, et je ne songeais plus à elle. Et je trouvais Madame Smith au comble de l'indignation, dit Willoughby. Elle m'accabla du poids de sa colère, mais cependant m'offrit son pardon si je voulais épouser Lisa. Cela ne se pouvait. Je ne le voulais pas, et je fus formellement rejetée de toute prétention sur l'amitié et la fortune de ma parente, et bannie de sa maison que je devais quitter le lendemain. Je rentrai dans ma chambre pour faire mes préparatifs, et je trouvai sur ma table une lettre du colonel Brandon qui me reprochait le déshonneur de sa pupille, et me donnait rendez-vous à Londres pour lui rendre raison de ma conduite. Étais-je assez punie ? La perte de ma fortune, et de toutes mes espérances de bonheur, et peut-être celle de ma vie. Tout était fini pour moi, je ne pouvais plus offrir à Madame Dashwood un fils et à Marianne un époux. Je n'avais plus de ressources ni pour le présent ni pour l'avenir, et j'étais rejetée pour un genre de tort. J'étais engagée à dîner chez vous, il fallait aller m'excuser. Il fallait revoir celle que j'allais quitter pour toujours et laisser si malheureuse. Pourquoi la voir, monsieur Willoughby? Pourquoi ne pas écrire un mot d'excuse? Qu'était-il nécessaire de venir vous-même? S'écria Elinor. C'était nécessaire à mon orgueil et à mon amour. Je ne voulais pas laisser soupçonner à personne ce qui s'était passé entre Madame Smith et moi. Je voulais voir encore une fois, avant de mourir, celle que j'idolâtrais de toute la force de mon âme. Je ne croyais pas d'ailleurs la trouver seule. Je voulais encore une fois être au milieu de cette famille que la veille encore je regardais déjà comme la mienne. Il fallait au contraire nous séparer pour jamais. Mais quand je la trouvai seule, quand je vis son profond chagrin pour ce qu'elle croyait une courte absence, et ce chagrin uni à tant de confiance en moi. Mais vous lui promis de revenir bientôt. Je ne sais ce que je lui ai dit, je ne puis m'en rappeler un seul mot. Ma seule consolation était ma propre misère, mais celle de Marianne m'était insupportable, je m'en arrachai et je partis. Est-ce tout, monsieur, dit Elinor, qui s'appesantit de ce qui ne partait pas. Donc il avait vraiment un plan, il avait vraiment le plan d'épouser, enfin faire sa demande à Marianne, mais avec cette histoire d'Elisa que le colonel Brandon a retrouvée, évidemment il en a parlé à sa parente, et parce qu'il devait sûrement chercher Willoughby. Du coup, il s'est un peu retrouvé comme l'histoire d'Edward. Enfin, c'est encore différent, mais lui aussi, il est déshérité, il a plus un sou et il est seul. Et je comprends tout à fait Madame Smith qui lui demande d'épouser Lisa parce qu'elle attend quand même un enfant de lui. Bon, ça, elle le dit pas. Enfin, elle le mentionne pas, mais je pense qu'il doit être au courant quand même. Lui, il s'y refuse parce qu'il connaît enfin l'amour et qu'il est amoureuse de Marianne. Et il préfère être totalement seul qu'épouser Elisa, qui est quand même aussi moins fortunée que Mademoiselle Grey, je pense. Et on peut comprendre que Madame Smith, qui a quand même des principes, du coup déshérite Willoughby. Et là, c'est vrai qu'on comprend enfin le départ
au bout de 15 jours après Colonel Brandon, où il part lui aussi à Londres, on ne sait pas pourquoi, ça paraît bizarre. En fait, c'est juste que Colonel Brandon a retrouvé Elisa, c'est pour ça qu'il était parti, et que là, il souhaite mettre les choses au clair. Et Willoughby ne s'est pas défilé quand même. Il y est allé, il a rencontré le Colonel Brandon. Donc déjà, c'est déjà plutôt un bon point, alors qu'il aurait pu se défiler et faire genre, j'ai pas reçu la lettre et... Donc il a quand même pris ses responsabilités, à moitié, mais il est quand même allé au défi du colonel Brandon. Et Elinor lui demande « Est-ce tout, monsieur ?» « Oui, tout, si vous voulez. Mais ne désirez-vous pas savoir comment j'ai pu devenir plus coupable et plus malheureux encore ? J'ai rencontré le colonel, je ne fus pas blessée. Pendant que j'étais livrée à mes tristes réflexions, un de mes amis me parla des bonnes dispositions de mademoiselle Sophie Gray pour moi. Il m'assura que les 30 000 livres sterling seraient à moi dès que je voudrais dire un mot. J'avais réfléchi sur ma situation, je ne pouvais la faire partager à Marianne. Il fallait donc tâcher de l'oublier et de m'en faire oublier. Je laissai faire mon ami. Dès que je fus rétablie, il me mena chez mademoiselle Sophie Gray. Elle voulait se marier et avec un homme à la mode, c'était ce qu'elle demandait. Moi, je ne voulais que son argent et nous fûmes bientôt d'accord. Marianne pensait je n'entendrai plus parler de moi que pour apprendre que je suis mariée. Sa fierté s'indignera, elle me détestera, puis elle m'oubliera et je serai seule malheureux. Mais au moins j'aurai la distraction et les jouissances de la fortune. Lorsqu'une lettre de Marianne datée de Londres m'apprend qu'elle y est, qu'elle m'aime encore avec la même tendresse et n'a pas même l'ombre d'un doute. Non, tout ce que j'ai éprouvé ne peut être exprimé. Chaque ligne, chaque mot de ce billet fut pour moi un coup de poignard. Savoir Marianne si près de moi, être sûre que j'en étais aimée. Mon amour qui était à peine assoupi se ranima avec plus de force et j'étais engagée avec une autre. Et quelle autre, mon Dieu ? D'un côté, frivolité, insensibilité, coquetterie, jalousie, et de l'autre, grandeur d'âme, tendresse inépuisable, sensibilité profonde, confiance illimitée, esprit supérieur. Mais Marianne méritait mieux qu'un dissipateur, qu'un libertin. Elle m'aurait corrigé de tout, je serais devenue digne d'elle. Le cœur d'Elinor avait éprouvé plusieurs fluctuations. Elle était actuellement touchée, attendrie sur le sort de cet homme que la nature avait créé pour le bonheur et qu'il avait rejeté loin de lui, mais elle crut qu'elle devait lui cacher sa compassion. On peut tout à fait comprendre les sentiments d'Elinor. Le billet de Marianne me rendit donc le plus infortuné des hommes en me prouvant son amour et en réveillant tout le mien. Je m'étais persuadée qu'elle m'avait oubliée. Mais que pouvais-je faire ? Tout était arrangé pour mon mariage. La retraite était impossible. Tout ce qui me restait à faire était de vous éviter toutes deux et de prendre plus de peine pour me faire haïr. Je répondis point au billet de Marianne, je ne parus point chez elle. Cependant, un jour où je vous avais vu sortir toutes les trois de la maison, je me décidai d'y porter ma carte pour agir plus naturellement. Vous nous aviez vus ou comment ? Tous les jours, et souvent plus d'une fois par jour. Je voyais au moins l'une de vous. Vous seriez surprise si je vous disais tous les moyens que j'employais pour cela. Mon refuge était une boutique, une allée, mais me passer de voir Marianne, non, c'était impossible. Je n'eus guère de me trouver au bal des Middleton, et le matin suivant, je reçus un second billet de Marianne. Comme je me détestais moi-même, comme vous me détesteriez plus encore si vous l'aviez lu. Je l'ai lu, monsieur. Marianne ne m'a rien caché. Vous avez donc vu aussi cette infâme, cette détestable lettre qu'elle ne doit jamais me pardonner, non jamais jusqu'à ce qu'elle sache. J'en reviens à la sienne. J'essayai d'y répondre et je ne le pus, mon courage m'abandonna. Je devais faire ma cour à une autre femme, paraître empressé, paraître heureux. Vous vous rappelez cette maudite assemblée où nous nous rencontrâmes ? D'un côté Marianne, belle comme tous les anges, appelant son Willoughby, me tendant la main, me demandant une explication avec son regard enchanteur attaché sur moi. De l'autre côté Sophie, jalouse comme une furie, regardant tout, avec une audacieuse curiosité m'appelant d'un ton impératif. J'étais en enfer. Et je m'échappai aussitôt qu'il me fut possible, mais non pas sans avoir vu la pâleur de la mort sur le visage céleste de Marianne. Je ne l'ai plus revue que dans ma pensée, où toujours elle se présentait ainsi. Mais vous me jurez qu'elle est mieux, qu'elle est hors du danger ? Je l'espère, dit Elinor. Et cette lettre, monsieur, qui faillit aussi lui ôter la vie, cette lettre que vous eûtes la barbarie de lui envoyer en réponse à sa dernière, comment pouvez-vous la justifier ? Pas par un seul mot que je répugnais à dire, elle n'est pas de moi. Qu'est-ce que vous pensez du style de ma femme ? N'est-il pas délicat, tendre ? De votre femme ? C'était votre écriture ? Oui, j'eus l'indigne faiblesse de la copier. Il faut en finir, me dit-elle, avec Marianne ou avec moi, choisissez. Le choix ne m'était plus permis. Sa fortune était nécessaire à mon honneur et à mes engagements. Pour éviter une rupture, il fallut en passer par où elle voulait. Copier sur ses yeux cette lettre que je rougissais de mettre mon nom. Me séparer des billets de la boucle de cheveux de Marianne. Mes trésors, renvoyés comme vous l'avez vu, sans pouvoir seulement les couvrir de mes baisers et de mes larmes.
Mon sort décidé, tout le reste me parut indifférent. Je fus bien aise qu'on me dictât ce que je n'aurais jamais pu dire de moi-même, et d'avoir une raison de plus de mépriser, de haïr. Arrêtez, monsieur Willoughby, dit Elinor. C'en est assez. Je n'entendrai pas un mot de plus contre une femme qui est la vôtre, que vous avez choisie volontairement et qui vous devez votre bien-être, votre fortune, et qui au moins a droit en échange à vos égards à votre respect. Ne me parlez pas de Madame Willoughby, reprit-il. Elle ne mérite pas votre compassion. Elle savait fort bien que je ne l'aimais pas, et me fait payer bien cher son maudit argent. À présent, me plaignez-vous, mademoiselle Dashwood? Suis-je d'un degré moins coupable à vos yeux que je ne l'étais avant cette explication? Voilà ce que je vous conjure de me dire. D'accord, maintenant on comprend mieux pourquoi cette lettre ne ressemblait pas du tout en fait à Willoughby. Même Elinor a eu un doute. Elle trouvait ça extrêmement bizarre qu'il parle aussi mal, c'était tellement d'une cruauté horrible. Et en fait non, cette lettre a été dictée, enfin déjà écrite en fait par sa femme, par mademoiselle Grey, qui était complètement jalouse. Donc on peut comprendre que cette lettre soit aussi terrible. Elinor répond qu'elle l'avoue. Vous avez certainement un peu changé mon opinion sur vous, et je vous trouve moins coupable que je ne le croyais. Votre cœur n'est pas méchant, mais vous vous êtes rendu trop malheureux pour vous-même pour qu'on puisse vous haïr. Voulez-vous donc me promettre de répéter ce que vous venez de me dire à votre sœur quand elle pourra vous entendre? Vous dites qu'elle m'a déjà pardonné, dit Willoughby. Laissez-moi me flatter qu'une meilleure connaissance de mon cœur, de mes sentiments actuels me vaudra de sa part un pardon plus entier et mieux mérité. Dites-lui ma misère et ma pénitence. Dites-lui que jamais je n'étais inconstant pour elle. Et si vous le voulez, dites-lui que dans ce moment même, elle m'est plus chère que jamais. Je lui dirai, monsieur, tout ce qui sera nécessaire pour calmer son cœur et vous justifier sur quelques points. Un mot encore cependant, avant de nous séparer. Comment avez-vous appris la maladie de ma sœur? De Sir John Middleton, que je rencontrai par hasard hier au soir. C'est la première fois que je le voyais depuis 2 mois. Je mettais du soin à éviter tout ce qui pouvait me rappeler le nom de Dashwood. Sa première parole fut de m'apprendre brusquement que Marianne Dashwood était mourante à Cleveland d'une fièvre nerveuse et putride, croyant devoir me faire beaucoup de peine. J'ignorais même votre séjour à Cleveland et je vous croyais à la chaumière auprès de votre mère. Madame Willoughby eut le caprice il y a 10 jours, je crois, d'aller à Hautecombe voir le printemps et les arbres en fleurs. Il fallut l'emmener à l'instant. En passant dans le chemin sous le temple, je crus voir de loin sa gracieuse figure de Marianne appuyée contre une des colonnes. Mais cette illusion s'évanouit bientôt. Elle disparut comme l'éclair, et ce n'était pas elle puisque déjà elle était bien malade. Elinor est très étonnée, et elle demande le jour et l'heure. Et en fait, tout fut expliqué, l'évanouissement de Marianne, ses larmes, ses propos incohérents. Elle comprend enfin en fait qu'elle avait vraiment vu Willoughby de loin. Mais elle ne lui dit pas. Enfin, elle lui avoue pas. Et continue en disant « Ce que je ressentis ne peut s'exprimer. Marianne mourante et peut-être des peines déchirantes que je lui avais causées, me haïssant, me méprisant dans ces derniers moments, maudit par sa mère, par ses sœurs. Je ne pus le supporter, je me décidai à partir et à 8h du matin j'étais dans ma voiture. À présent vous savez tout. »« Allez-vous à Londres ?» lui dit-elle. « Non, à Hautecombe pour quelques jours. »« Vous ne me haïssez plus, n'est-ce pas ?» dit-il enfin. « Je vous plains du fond de mon cœur, monsieur Willoughby, et je vous pardonne. Je m'intéresse à votre bonheur et je voudrais apprendre que... » « Mon bonheur ?» interrompit-il. « Il ne peut plus y en avoir pour moi en ce monde. Je traînerai ma vie comme je le pourrai. Marianne n'est à jamais perdue pour moi, n'est-ce pas? Même qu'en quelque heureuse chance de liberté. » Je me tais, dit-il. Mais un affreux événement m'attend encore. Quel événement? Que voulez-vous dire? Le mariage de votre sœur? Vous êtes dans l'erreur. Il ne peut pas être plus perdu pour vous qu'elle ne l'est actuellement. Mais un autre la possédera et je ne puis supporter cette pensée. Il quitta rapidement la chambre et l'instant d'après, Elinor entendit le roulement de sa voiture. Nous avons enfin la vérité sur l'histoire de Willoughby, de pourquoi du jour au lendemain il ne parle plus du tout à Marianne, qui fait comme s'il ne la connaissait pas, qui fait tout pour se faire haïr d'elle. En fait, c'est juste parce que Madame Smith a appris l'histoire avec Elisa, qu'il l'a déshéritée. Et le seul moyen pour avoir encore de l'honneur et de la fortune, c'était d'épouser une jeune femme riche. Donc, il épouse donc Madame Grey, vers lequel son ami l'avait déjà dirigé et qui était déjà intéressé par lui il y a plus d'1 an de ça déjà. Raison et sentiment
Chapitre 47. Elinor resta encore quelque temps au salon, après que Willoughby l'eut quittée, oppressée par une foule d'idées différentes les unes des autres, qui se succédaient rapidement, mais dont le résultat général était une profonde tristesse. Ce Willoughby qu'elle regardait, il n'y avait pas une heure, comme le plus indigne des hommes, qu'elle méprisait, excitait en elle, en dépit de tous ses torts, un degré de commisération, d'intérêt, même pour ses souffrances. Il lui fait éprouver une espèce de tendre regret de ce qu'il était actuellement séparé pour toujours de leur famille et que sans doute elle ne le reverrait plus. Elle réfléchissait douloureusement au tort irréparable que ce jeune homme s'était fait à lui-même par l'habitude de l'indépendance, de la paresse, de la dissipation. La nature avait tout fait pour lui, elle lui avait donné tous les avantages personnels, tous les talents, une disposition à la franchise, à l'honnêteté, un cœur sensible, et le monde et les mauvais exemples avaient tout corrompu. Elle alla auprès de sa sœur, celle-ci venait de se réveiller d'un doux et long sommeil qui confirma toutes ses espérances. Elinor s'assit à côté d'elle en silence. Le passé, le présent, l'avenir, la visite de Willoughby, l'attente de sa mère, tout ensemble lui donnaient une telle agitation que son pouls était sûrement plus élevé que celui de la malade. À peine une demi-heure s'était écoulée depuis le départ de Willoughby que le roulement d'un autre carrosse lui annonça l'arrivée des voyageurs. Elle vola au bas de l'escalier, heureuse de revoir sa mère et de pouvoir la rassurer. En serrant cette bonne mère sur son cœur, elle lui dit « Elle est sauvée, elle est bien aussi bien qu'elle puisse être. » Madame Dashwood s'était sentie si émue en approchant de la maison qu'elle avait cru que c'était un pressentiment qu'elle ne retrouverait plus sa fille chérie. Le passage subit de cette affreuse crainte à l'heureuse nouvelle qu'elle était hors de danger fut trop rapide pour ses sens. Elle tomba dans une demi-faiblesse sur l'épaule d'Elinor. Dès que Madame Dashwood put se soutenir, son premier désir fut de revoir Marianne. Elinor jouissait avec délice de leur bonheur mutuel, mais en bonne et sévère garde, elle conjura Marianne de se calmer et sa mère de ne pas trop exciter sa sensibilité. Madame Dashwood pouvait être calme et prudente quand il s'agissait de la vie de l'une de ses enfants. Et Marianne, contente de savoir sa mère auprès d'elle, se sentant elle-même trop faible pour parler, se soumit au silence prescrit par ses bonnes gardes. Elinor, qui ne s'était pas couchée les 2 dernières nuits, consentit à obéir à sa mère et à se mettre au lit. Elle s'y reposa physiquement, mais ne dormit point. Ses esprits étaient trop agités. Elle pensait au pauvre Willoughby. Mais sa promesse de le justifier auprès de Marianne était invariablement pénible. Elle redoutait le moment où Marianne apprendrait qu'il était moins coupable et craignit que peut-être cet amour si passionné ne se ranimât avec plus de force. Au moment où le colonel était arrivé à Barton-Chaumière, il avait trouvé Madame Dashwood prête à partir. Elle ne pouvait supporter plus longtemps son inquiétude et s'était décidée d'aller à Cleveland avec sa femme de chambre. Elle chargea Madame Carey de s'occuper de Margaret pendant son absence, sa mère n'osant pas la mener avec elle à cause de la contagion. Mais l'arrivée du colonel et la lettre d'Elinor, en redoublant ses larmes, la déterminèrent à partir tout de suite. Elle laissa Margaret et sa femme de chambre de confiance, qui devait la remettre le lendemain à Madame Carey, et se mit en route avec le colonel. On voit que même la mère, Madame Dashwood, avait un pressentiment et comptait déjà s'en aller et arriver à Cleveland, même si elle n'avait pas reçu de lettre l'invitant à venir. Elle savait au fond d'elle-même qu'il fallait qu'elle y aille, que c'était important et qu'elle allait y aller par tous les moyens. La bonne Madame Jennings fut enchantée de la trouver là à son lever et la combla de soins et d'amitié. Comme ils sont arrivés en pleine nuit, oui, Madame Jennings fait sa nuit tranquillement, normalement. Elle n'est pas inquiète, Madame Jennings. Marianne continua de jour en jour à se trouver mieux, et avec sa santé revint aussi graduellement la brillante gaieté de Madame Dashwood et tout le feu de son imagination. Madame Dashwood avait de plus un grand sujet de joie dont Elinor ne se doutait pas et qu'elle lui apprit au premier moment où elle se trouvait en tête-à-tête. Enfin, nous voilà seuls, mon Elinor, et je puis vous parler de mon bonheur. Le colonel Brandon aime Marianne, il me l'a dit lui-même. Cet attachement me transporte de joie. Le plus grand bonheur que j'aurais pu désirer dans ma famille, c'était que le colonel Brandon épousa l'une de mes filles. Je crois par conséquent qu'avec ce digne homme, Marianne sera la plus heureuse des femmes. Je désire votre bonheur autant que le sien, mon Elinor, mais le colonel le convient beaucoup plus qu'à vous. Elinor se contentait de sourire. « Il s'est ouvert entièrement à moi, dit-elle, pendant notre voyage. Il l'a aimé, mon Elinor, dès le premier instant où il l'a vue. Son attachement pour Marianne, continua-t-elle, surpasse infiniment tout ce que jamais Willoughby a senti ou feint de sentir. Il est plus ardent, plus sincère, plus constant. Il a subsisté dans toute sa force malgré la malheureuse passion de Marianne pour cet indigne jeune homme, sans le moindre égoïsme, sans le moindre espoir. Ah non, lui, il n'est pas un trompeur, ses paroles sont la vérité même. »
Le caractère du colonel Brandon d'Elinor est généralement connu et estimé, c'est un excellent homme. Je le sais, reprit Madame Dashwood très sérieusement, et cela m'aurait suffi pour encourager son affection, pour en être charmée. Elinor poursuit. J'ai une si haute opinion de lui que si Marianne peut être heureuse avec lui, je pense comme vous que ce serait le plus grand des bonheurs pour nous. Quelle réponse avez-vous faite? Lui avez-vous donné votre... quelque espoir? Oh, ma chère enfant, je ne pouvais pas alors prononcer ce mot, je croyais Marianne mourante. Lui-même n'osait demander ni espoir ni encouragement. Mais après quelque temps, je lui ai dit que si Marianne vivait, ce que j'osais encore espérer, le plus grand bonheur de ma vie serait de la lui donner. Et depuis notre arrivée, depuis que nous avons repris une délicieuse sécurité, je l'ai répété plus clairement et je lui ai donné tous les encouragements qui étaient en mon pouvoir. Il doit être tranquille sur vos intentions, dit Elinor, mais cependant il ne me paraît pas content comme il devrait l'être. Non, il est si modeste, il a tant de défiance de lui-même, reprit Madame Dashwood. Il croit que Marianne est engagée trop profondément pour retrouver de longtemps la liberté de faire un autre choix. Quant à ses manières, vous ne me nierez pas, Elinor. Qu'elle ne soit beaucoup plus faite pour attacher Marianne, cette gentillesse, cette simplicité naturelle, cette attention sincère portée à autrui, et même cette espèce de mélancolie dans ses propos, dans son attitude, s'accorde beaucoup mieux avec les dispositions réelles de votre sœur, que la vivacité, la gaieté souvent assez mal placée de Willoughby. Delaford n'est pas une très grande distance de Barton, et si nous y restions, nous serions plus près encore de notre Marianne. On dit que c'est un grand village. Il se trouvera facilement quelques jolies petites maisons près du château qui conviennent tout aussi bien à notre situation. Et là, Jane Austen met un petit message en mettant « Pauvre Elinor, voilà donc un nouveau plan pour la mener à Delaford à côté d'Edward et de Lucie. » Comme vient de le suggérer Madame Dashwood, si elle espère trouver une petite maison dans le village tout près de Delaford, évidemment, elles seront encore plus près d'Edward et de Lucie. Sachant que le colonel Brandon pense et estime beaucoup Edward comme le meilleur ami d'Elinor, il y a de fortes chances qu'ils se rencontrent très très souvent. Ici, ils furent interrompus par Madame Jennings, qui de son côté pensait sans le dire que le colonel ne tarderait pas à épouser Elinor. Notre chère Madame Jennings est toujours à côté de ses pompes. Elle espère... toujours. Elle se dit qu'au final, le colonel Brandon et Elinor iraient beaucoup mieux ensemble et elle espère grandement qu'ils se rapprocheront et qu'ils se marieront. Et en fait, non, le colonel Brandon est toujours amoureux de Marianne. Même si au niveau du caractère, j'ai l'impression que Marianne et colonel Brandon sont complètement différents, mais ça peut l'aider à plus se calmer, à plus être... mûrir, à devenir plus une jeune femme. Moins dans l'insouciance, moins dans... Il pourra peut-être plus la canaliser en fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Passez une très belle semaine. À bientôt.